vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Alors, bonjour chers participants. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Caroline Gagnon, vice-présidente Travail et Affaires juridiques au Conseil du patronat du Québec. Je suis accompagnée par nos deux présentateurs, Denise Perron, présidente du groupe Equitas, et Jean-François Vernier, bonjour, conseiller principal chez Willis Tower Watson. Alors, ces deux experts en matière d'équité salariale vous feront tout d'abord un bref survol des obligations en matière d'équité salariale au Québec. Plus particulièrement, ils vous feront connaître les récents changements et les modifications apportées à la loi sur l'équité salariale qui sont en vigueur depuis le 10 avril 2019 et afin de vous permettre de façon générale de gérer les changements dans votre organisation. Alors, sans plus tarder, je laisse les experts vous démystifier une loi qui est très complexe dans son application, tant lors du premier exercice que lors du processus d'évaluation du maintien de l'équité salariale. Vous pourrez, au cours de la conférence, envoyer vos questions par écrit et certaines pourront être répondues à la fin de la présentation. S'il y en a des supplémentaires, vous recevrez par la suite, suite à la rencontre, vous recevrez la présentation comme telle et nous pourrons répondre et nos experts répondront également aux questions qui auraient été les plus criantes parmi vos interrogations. Alors, bonne conférence. Merci à tous. Merci. Et bon lunch. Ce sera un lunch assez rapide parce qu'entre deux bouchées, je vous jure qu'on a beaucoup de matière. Oui. Je reprends brièvement les objectifs. Donc, évidemment, c'est connaître les récentes modifications. On parle des modifications à la loi de l'équité salariale de 2019 et déceler l'impact dans votre organisation parce qu'il y aura un impact dans votre organisation. N'est-ce pas, Jean-François? Absolument. Maintenant, pour plusieurs d'entre vous, vous avez déjà fait peut-être un programme, une première évaluation, une deuxième évaluation du maintien, mais cette fois-ci, ça va être différent pour plusieurs raisons. Donc, pourquoi l'évaluation du maintien, c'est différent cette fois-ci? Entre autres, à cause de la décision de la Cour suprême dont on va parler, qui a obligé le gouvernement du Québec à changer sa loi. On va parler des modifications qui ont été apportées. En plus de ça, c'est que le contexte du monde du travail a changé. Quand on pense aux besoins des employés, et en particulier les millénarios, ces gens-là s'attendent à plus de transparence et partagent plus facilement leurs informations avec leurs amis. Donc, il faut tenir compte de ça. D'autre part, un autre changement important, c'est le rôle des conseils d'administration. Chez nous, c'est probablement semblable, Denise, l'expérience que tu vis. Les gens des conseils d'administration sont de plus en plus préoccupés par des enjeux sociaux, aussi de gouvernance et d'environnement, évidemment. Ils veulent savoir, est-ce que leurs programmes dans leur entreprise sont conformes à ce qu'on voit dans leur marché? On entend des questions comme, qu'est-ce que nos compétiteurs ont fait? Quels sont nos chiffres? Donc, les enjeux d'équité, de diversité, d'inclusion préoccupent les gens des cadres, les membres des conseils d'administration, entre autres, parce que les investisseurs, eux autres, voient les enjeux sociaux comme étant un risque supplémentaire pour leurs investissements. Donc, d'où la pression qu'ils mettent sur le conseil d'administration pour s'assurer que le risque va être bien géré. Donc, c'est vraiment un contexte différent, mais maintenant, on va regarder quels sont les changements à la loi. Les changements, donc, à l'ordre du jour, à l'ordre du lunch. On va faire un survol des organisations parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui n'ont pas participé aux deux premiers exercices et d'équité salariale initiale et d'évaluation du maintien. On va regarder la plupart des nouveautés. Il y en a quelques-unes. Et on va regarder comment il serait important de gérer ces changements et il faudrait les gérer avant la date butoir de votre prochaine évaluation du maintien. Est-elle la même pour toutes les entreprises, la date butoir? Non, pas nécessairement. Tout dépend. Il y a une date anniversaire qui est propre à chaque entreprise. Maintenant, quand même, plusieurs entreprises ont des exercices à faire le prochain pour le 31 décembre 2020, mais cela dit, ce n'est pas uniforme. Il y a quelques modifications justement quant à la date de réalisation pour
les nouveaux exercices d'évaluation du maintien, mais on ne parlera pas aujourd'hui. Ça demanderait 1 heure en soi, alors on va aller vers des choses pour des entreprises qui ont déjà fait un exercice initial avant l'apparition de des modifications à la loi. Ça peut dépendre aussi des groupes de clients. Je sais que chez nous, l'automne va être très, très, très occupé. Beaucoup de nos clients, novembre, décembre, c'est là que la date anniversaire se trouve. Donc, comme Denise dit, ça varie. Ça varie. Alors, pour justement le survol des obligations, il n'y a pas beaucoup de changements depuis la loi initiale ou les modifications de 2009. Il y a cependant une jurisprudence qui s'est développée et je veux juste attirer votre attention sur la question des programmes initiaux ou du nombre d'entreprises visées par l'équité salariale, c'est bien sûr, mais la définition d'entreprise. Alors que les employeurs avaient tendance jusqu'à maintenant, ces dernières années, de considérer une entreprise en fonction du registre ou des entreprises, voilà, la CNSST change peu à peu son approche et examine les liens entre les entreprises. Donc, on a vu des entreprises qui, au départ, avaient 2 entreprises, disons, et qui se retrouvent maintenant en évaluation du maintien lorsqu'il y a une enquête de la CNSST qui se retrouve maintenant, donc, à se faire questionner sur la réalité de la situation et on parle plus de liens entre les entreprises, ce que l'on appelle la théorie de l'osmose, qui permet de considérer plusieurs entités distinctes comme étant un employeur unique. Alors, encore une fois, on a vu des entreprises avec des exercices initiaux distincts ou séparés, qui se retrouvent peut-être avec l'évaluation du maintien qui pourrait être considérée pour une seule entreprise en osmose. J'ai eu la même expérience avec un client. J'ai l'impression, soit dit en passant, que la nouvelle CNESST a une approche plus dynamique, agressive, je ne sais pas le bon terme, là, mais elle suit l'évaluation du maintien de façon plus serrée, peut-être, sans vouloir critiquer ce qui s'est passé avant. J'ai eu la même situation où, de sa propre initiative, la commission est allée dans une entreprise et où plusieurs programmes séparés avaient été faits et la commission questionne ça fortement. Donc, dans le fond, le message, c'est revoyez peut-être la définition de votre entreprise. Si les choses ont été, soit comme on dit, on a peut-être étiré l'élastique, peut-être. C'est peut-être bon de revoir ça, compte tenu de cette nouvelle orientation-là. Je ne sais pas si, Denis, si on peut dire que c'est une orientation, mais c'est une... c'est en fonction de la jurisprudence en relation de travail, les questions de définition d'entreprise qui ne reviennent pas parce que à la loi sur l'équité salariale, puisque la loi ne définit pas une entreprise, mais je crois aussi que puisque bon nombre d'exercices initiaux, des programmes, des démarches sont déjà complétés, la commission peut se permettre maintenant d'aller plus à fond dans l'examen des exercices déjà réalisés et avec une jurisprudence qui se développe encore. Alors, dans les nouveautés, on va les regarder tout à l'heure, mais juste, attendez un petit peu, je suis allée un peu vite. Voilà, dans le processus qui est déjà, que vous connaissez peut-être pour la plupart d'entre vous, mais il n'a à peu près pas changé. Il ressemble un peu aussi au processus d'évaluation du maintien. Donc, on a toujours l'identification des catégories d'emploi, la détermination de la prédominance, qu'elle soit féminine, masculine ou neutre, le choix d'un outil d'évaluation qui doit contenir les 4 grands facteurs requis par la loi sur l'équité salariale, soit les qualifications, l'effort, les responsabilités et les conditions dans lesquelles le travail est effectué, l'évaluation des catégories d'emploi proprement dites, l'estimation des écarts salariaux, l'affichage des résultats et le maintien de l'équité salariale aux 5 ans. On sentait le besoin de revenir sur ces éléments-là, bien qu'on met l'emphase sur les nouvelles dispositions de la loi et les changements, mais on réalise, en parlant des clients qu'on a, que pour
plusieurs personnes, c'est la première fois qu'ils vont toucher un dossier d'équité salariale, même si ça peut faire 20 ans que la loi est là et que l'entreprise a déjà fait son programme et 2 évaluations de maintien. On veut au moins identifier les étapes parce qu'on reprend un peu tout ça, comme tu le disais, dans l'évaluation du maintien. Et une des questions qui revient souvent, c'est la notion de prédominance. Est-ce que, Denise, selon ton expérience, toi, avec tes clients, la prédominance, est-ce qu'on est prêt à accepter qu'elle change? Parce que c'est une question qui revient souvent à celle-là. Oui, c'est vrai. C'est une question qui revient parce qu'on est quand même à un troisième exercice. Donc, est-ce qu'on revient sur les prédominances? La loi est quand même à plus de 2 décennies. Lorsqu'on parle d'historique, on a tendance à dire c'est de l'historique dans l'entreprise depuis 10 ans. Est-ce qu'on devrait parler d'historique de 20 ans? Lorsqu'on parle de stéréotypes, les stéréotypes d'il y a 20 ans ne sont pas nécessairement les mêmes. Est-ce qu'on devrait réviser cela aussi? Alors, la prédominance, curieusement ou pas, avec cette nouvelle évaluation ou cette troisième évaluation du maintien, on voit des comités où on voit des intervenants remettre en question les prédominances précédentes. Et ce n'est pas de façon farfelue, c'est à la lumière des facteurs, des critères que l'on utilise, que ce soit l'historique ou même les stéréotypes. Voilà. Donc, des nouveautés, il y en a. Depuis le 10 avril, les principales nouveautés, c'est le PP, le processus de participation. Il y a la rétroactivité des ajustements salariaux. Ce n'est pas rien. Il y a des nouveautés sur le versement des ajustements salariaux, encore sur les affichages et sur la conservation des données. Depuis le 24 octobre 2019, eh bien, la fréquence de la production de la DMES a aussi été modifiée. Donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe avec la fameuse DMES. J'y vais avec le processus de participation. Donc, pour le PP, à l'évaluation du maintien, si un employeur avait un comité d'équité salariale lors de l'exercice initial ou s'il y a une association accréditée au sein de l'entreprise au moment de l'évaluation du maintien, il peut faire l'exercice seul. Ça demeure. Il peut toujours faire son exercice seul. Cependant, il doit réaliser un processus de participation. Moi, je l'appelle le PPP, le processus de participation pure, c'est-à-dire qu'il va directement à tous les employés. C'est bien ça? Bon, OK, on est beau. Et avec ce processus de participation pure, l'employeur doit fournir des renseignements sur les travaux d'évaluation du maintien de l'équité salariale. Il doit mettre en place des mesures de consultation pour consultation, observation, préoccupation, attente, opinion et suggestion. Tous ces synonymes ne viennent pas de moi, là, c'est inscrit dans la loi telle qu'elle. Alors, ça, c'est notre PPP pur, donc on va directement consulter tout le monde. Mais il y a une variante. Oui, ça amène certains enjeux. D'abord, il faut se rappeler que la décision de mettre en place ce processus de participation-là, c'est que la Cour suprême avait dit essentiellement que les employés n'avaient pas l'information suffisante pour comprendre ce qui apparaissait dans les affichages de l'évaluation du maintien. Puis, si vous vous souvenez des derniers affichages que j'avais faits, pour l'évaluation du maintien, c'est effectivement court. Les employés pouvaient ne pas comprendre ce qui s'était passé. Donc, la Cour suprême demande une plus grande visibilité des processus, etc., qui a amené le gouvernement à proposer cette option-là. L'enjeu de ça, si on le comprend, là, donc l'employeur devra fournir des renseignements, quand on lit ce qui est écrit, des renseignements aux salariés, à l'ensemble des salariés. Donc, qu'est-ce que ça peut être différentes choses sur le processus d'évaluation du maintien, sur son maintien, et recevoir des questions, des préoccupations
des employés d'une part, et plus tard, on verra qu'on devra mettre dans les affichages l'information qu'on a montrée aux employés, dire ce qu'on a présenté aux employés, puis mettre un sommaire des mesures qu'on a prises pour répondre à leurs préoccupations, attentes, etc. Donc, ça, c'est le principe général. Par contre, là où tu allais, c'est que l'employeur pourrait aussi, au lieu d'envoyer toute l'information à tous ses employés, demander aux employés de proposer des volontaires à qui il présenterait les fameux renseignements sur les travaux d'évaluation du maintien. On ne fait pas ça un comité, mais l'employeur pourrait dire, moi, au lieu d'envoyer tous ces renseignements-là à l'ensemble de la population, avec tous les enjeux que ça va soulever, là, parce que pour moi, l'enjeu est de communication. Si j'envoie plein d'informations aux salariés, il va falloir quand même que j'ai un programme de communication pour expliquer pourquoi ça arrive. Puis on va voir tantôt les délais. Tout ça arrive même avant l'affichage qui viendra plus tard. Donc, l'employeur pourrait décider de demander à des employés de se porter volontaire. Et c'est seulement à ces employés-là qu'il montrera les renseignements qu'il juge opportuns. Maintenant, ces employés-là qui ont été choisis pourraient distribuer tout ce matériel-là à l'ensemble des salariés, dans la mesure où tout le monde s'entend que l'information va rester confidentielle. Donc, pour nous, il y a certaines lacunes dans ce processus-là, mais c'est ce qui est prévu par la loi. Mais l'enjeu est de communication principalement à cause de la diffusion de plein de renseignements des gens. Je pense que ça va amener plus d'enjeux de communication. Et de confidentialité. Et de confidentialité, évidemment. Ouais. Absolument. Donc, on a ce PPP, on a ce PP, mais avec des représentants, donc représentants syndicaux, représentants des employés non syndiqués, qui, eux, décideraient eux-mêmes et vont élire leur représentant, celui qui va ou celle qui va examiner les renseignements qui ont été fournis par l'employeur, mais qui peut aussi les transmettre à d'autres personnes en autant que ce soit confidentiel. Je ne comprends pas vraiment la confidentialité ici, mais tout cela doit être fait, ce PP doit être fait au plus tard 60 jours, enfin complété 60 jours avant l'affichage. Et ça, c'est très important. Si vous avez le 21 décembre 2020, c'est votre date anniversaire pour l'évaluation du maintien d'équité salariale, le 31 octobre 2020, il devra être complété, ce processus de consultation. Ce qui fait qu'il faut penser avant. On est maintenant en amont. C'est une nouvelle façon de procéder avec l'évaluation du maintien d'équité salariale. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, mais on a eu une question. Quelqu'un pose qui se demande, est-ce qu'on doit divulguer aux salariés le nom des personnes qui vont être sur le comité? Selon moi, oui. Parce que l'objectif, la décision de la Cour suprême, essentiellement demandait que l'information soit mieux connue, que les employés participent. Alors moi, je pense que oui. La réponse, on demandait le nom, oui, et les salaires. Ah, c'est les salaires, excusez. C'est non, ma les salaires. Les salaires. Mais non, il n'y a pas de problème. Non, mais ce qu'on regarde quand on fait l'évaluation du maintien de l'équité salariale, c'est la politique salariale. Donc, généralement, si on a une échelle salariale, des politiques de bonification, c'est la politique qu'on regarde. On n'a pas besoin de divulguer le salaire des individus. Je vais revenir tantôt sur un exemple où si on n'a pas d'échelle salariale, ben là, on va être obligé de parler du salaire de monsieur et de madame parce qu'il n'y a pas d'échelle. Il y a une autre formule qui est possible et celle du comité de maintien d'équité salariale. Le comité de maintien d'équité salariale, alors, si un employeur décide de mettre en place un comité qui procédera à l'évaluation du maintien, il doit utiliser les mêmes critères ou les mêmes règles que celles qui s'appliquaient à la formation d'un comité d'équité salariale lors de l'exercice initial. C'est donc dire, et vous vous souviendrez, pour ceux qui l'ont fait, c'est que ce comité doit avoir des représentants de l'employeur, des représentants
des employés, un tiers, deux tiers. 50% de femmes doivent représenter au minimum les employés. Il faut favoriser la représentation des catégories féminines, les plus grandes catégories féminines et les plus grandes catégories masculines au sein de l'entreprise. C'est les employés qui désignent leurs représentants. C'est vrai pour les associations accréditées et c'est vrai aussi pour les non syndiqués. En cas de litige, de mésentente au sein du comité, c'est l'employeur a un vote et l'ensemble des membres du comité a un vote. Bon, on favorise généralement le consensus, c'est même plutôt rare qu'on soit à voter ici, mais ce sont les règles donc qui s'appliquent, les mêmes. Maintenant, comment on s'y prend pour créer le comité? Le point important, c'est que ce sont les salariés qui choisissent leurs représentants. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, ce sera la première fois qu'on fait ça, mais généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va envoyer un message à l'ensemble des employés visés, un courriel, pour leur dire, ben, on doit créer un comité de maintien de l'équité salariale, on a besoin d'un certain nombre de volontaires. Puis l'employeur peut décider est-ce qu'il y en aura 4, est-ce qu'il y en aura 6. L'employeur peut décider la taille du comité jusqu'à une certaine limite. Et ensuite, on demande des volontaires. Si on en veut 6 volontaires et que finalement 20 personnes se manifestent, généralement, ce qui va arriver, c'est qu'on va faire un appel conférence avec tous ces gens-là, ou s'ils sont dans le même bureau, on les met dans une salle et on discute des responsabilités du comité. Bon, comment les travaux vont fonctionner. Si les gens habitent à l'extérieur de Montréal, les travaux sont à Montréal, peut-être certaines personnes n'aimeront pas ça. On prévoit généralement peut-être 3 rencontres de 2 à 3 heures chacune. Mais s'il y a plus de volontaires que le nombre de personnes qu'on recherche, généralement, on va demander aux gens qui sont là, les 20, on va peut-être expliquer pourquoi ils souhaitent être là. On va s'assurer qu'ils répondent aux critères que vous voyez à l'écran. Et finalement, lorsque les 6 membres sont choisis, on va informer l'ensemble des employés que c'est le comité de maintien de l'équité salariale qui va travailler. Une question qu'on a souvent, c'est, nous, avec l'expérience qu'on a avec tes clients, avec mes clients, qu'est-ce qui semble ressortir comme étant la méthode privilégiée actuellement? Est-ce qu'on y va avec le processus participatif? Est-ce qu'on y va avec le comité? Puis si on revient juste rapidement sur les avantages et les inconvénients de chacun, avec le processus, si l'employeur n'invite pas d'employés à participer, il doit envoyer des renseignements à l'ensemble des employés, avec tous les enjeux que ça peut poser d'un point de vue communication. Est-ce que ce sont des renseignements que les gens ont déjà vus? Il y a peut-être des personnes qui peuvent voir des documents qui font référence à la dernière évaluation de maintien, mais qui sont des personnes nouvelles dans l'entreprise et qui ne comprennent pas pourquoi. Est-ce que ça va soulever plus de questions ou pas? Je ne sais pas. Alors qu'avec le comité, c'est clair que c'est un processus qui est bien normé, qui est bien défini. On sait très bien comment faire fonctionner les comités parce que la commission a rendu plein de décisions et d'orientations au fil du temps. L'autre étape importante pour le processus versus le comité, c'est qu'avec le processus, vous devez avoir complété le processus 60 jours avant la date anniversaire où vous afficherez les résultats. Donc, il y a un travail qui doit se faire en amont pour expliquer des choses aux salariés. Et après ça, vous allez avoir 60 jours pour y répondre et d'inclure ça dans vos affichages. Souvent, les questions qu'on reçoit d'expérience, probablement, Denis, ça a été la même chose avec toi, c'est que les questions qu'on reçoit sont très intéressantes, mais pas nécessairement toujours pertinentes pour l'équité. Donc, il y a ce genre d'enjeux-là, pour moi, qui sont plus des enjeux de communication. Quel processus va être le meilleur chez vous? Puis, moi, dans mon expérience, ça va être intéressant de voir la tienne, moi, j'ai l'impression que pour l'instant, 80% de mes clients visent à avoir probablement le comité, puis 20% le processus. Mais toi, je pense que tu as une perspective différente là-dessus. Non, je n'ai pas nécessairement une perspective différente, Jean-François. C'est que les plus petites entreprises vont avoir tendance à dire « je ne veux pas de comité, je préfère aller en consultation directe ». Mais ce n'est pas si simple que ça, aller en consultation directe pour les raisons que Jean-François vient d'apporter. Le comité, bien qu'il semble être plus lourd, forcément
il a quand même l'avantage de faciliter l'exercice, les conséquences de l'exercice aussi. Et si vous regardez les responsabilités des membres, il y a quelque chose qui est aussi intéressant, c'est, bon, l'identification des catégories d'emploi, mais où la validation de l'identification, puisque ça a déjà été fait 2 ou 3 fois, 3 fois avant. Il y a la méthode. Ben, peut-être qu'on va utiliser la même méthode qu'on avait utilisée les fois précédentes. L'évaluation, ben, en principe, elles sont déjà là, à moins qu'il y ait des changements majeurs à certaines catégories d'emploi ou au niveau des tâches et qu'il y ait de nouveaux emplois dans l'entreprise. Et l'évaluation qui se fait selon les mêmes obligations de la loi, selon les règles de l'art. Ça peut créer, curieusement aussi, quelques frustrations, parce qu'on a des gens au comité qui veulent faire leur travail très sérieusement, qui ont leurs propres idées. Et qui pourraient penser qu'on recommence à zéro. Oui. Alors que... Et qui voudraient peut-être recommencer à zéro, pas parce qu'ils ne sont pas satisfaits, mais parce qu'ils disent, ben, écoutez, moi, vous me demandez qu'est-ce que c'est la prédominance. Aussi longtemps que je me souviens ici, ça a toujours été masculin. Bon, ben, aussi longtemps que si vous venez à l'ancien comité, c'était féminin. Alors, il y a peut-être des frustrations qui peuvent arriver au sein du comité et il faut bien s'assurer que le comité, les membres du comité, soit au fait qu'on est à notre deuxième, troisième évaluation du métier. Donc, il y a des choses qui ont été faites et en conformité avec la loi. Ça, c'est bien certain. Il faut que ce soit en respect des obligations de la loi sur l'équité salariale. Alors, comité ou non, voilà, c'est à vous de décider. Ce sera votre choix et on pourra en discuter plus tard si vous voulez. Maintenant, comité à l'évaluation du maintien de l'équité salariale. L'autre gros changement. C'est le gros changement, c'est la rétroactivité des ajustements salariaux. Vous en avez peut-être entendu parler, il faut remonter dans le temps. La correction d'un écart salarial, alors qu'auparavant, c'était à partir du moment où on faisait l'évaluation du maintien, donc on faisait l'ajustement pour le futur. La Cour suprême vient nous dire que si vous avez été 5 ans sans regarder ces questions, ben, il y a peut-être des catégories d'emploi qui ont été avec des écarts salariaux et ça passe sous le radar. Donc, elle dit, vous allez corriger les écarts salariaux à partir, pour le passé, donc les 5 dernières années, et vous allez les corriger à partir de la date de l'événement qui a généré l'écart. Ça implique, c'est lourd, ça implique d'identifier tous les événements qui ont créé un écart au cours des 5 dernières années. On comprend que pour un environnement syndiqué, en fait, si c'est un programme distinct pour un groupe syndiqué, avec les conventions collectives, on peut s'entendre pour dire voici l'événement, on a une nouvelle convention collective, les salaires s'appliquent à partir de telle date. Bon. Mais lorsqu'on est dans des entreprises où il y a des non syndiqués, enfin, pardon, des programmes, des exercices non syndiqués, il y a beaucoup de travail à faire et surtout lorsqu'il n'y a pas de structure salariale, n'est-ce pas? Oui, et je vais vous donner un exemple vécu. Oui. Une entreprise qui avait fait son évaluation, sa dernière évaluation du maintien de l'équité salariale en mai 2014. Mai 2014, il n'y avait aucun écart qui avait été identifié. Donc, 5 ans plus tard, en mai 2019, elle devait faire son évaluation du maintien. On fait l'évaluation du maintien, mai 2019, et on se rend compte qu'il y a un écart. Évidemment, il y a un contexte. C'est une entreprise qui n'avait pas d'échelle salariale.
Donc, la rémunération des catégories d'emploi est établie sur le salaire des personnes. Donc, mai 2019, on fait l'évaluation du maintien de l'équité salariale. Elle est assujettie à la nouvelle loi qui est entrée en vigueur en avril. Donc, on trouve un écart d'$1 de l'heure en mai 2019. La loi est très claire. La loi nous demande de trouver les événements avec la date de début de l'événement et la date de fin. Quand on lit une loi, les mots sont importants. C'est un peu comme la date anniversaire. C'est une date, ce n'est pas une période. La commission a été très claire là-dessus. Donc, il faut trouver les événements qui ont créé cet écart-là en mai 2019 d'$1 de l'heure. Quand est-ce qu'ils ont débuté, quand est-ce qu'ils ont terminé? Donc, la façon dont on s'y est pris, on s'est dit, bon, mai 2014, il n'y avait pas d'écart. C'est un rôle d'adjointe administrative pour lequel on a trouvé un écart d'$1 de l'heure en mai 2019. Bon, c'est dit en mai 2014, il n'y avait pas de problème. Regardons en janvier 2015. Il fallait commencer quelque part. Les salaires sont révisés au 1er janvier de chaque année. On s'est dit, regardons en janvier 2015. Ah, il n'y avait pas d'écart non plus. Parfait. Mais en continuant à gratter, on se rend compte que le 15 juin 2015, il y a un écart qui est créé. Parce qu'il y avait une catégorie d'emploi à prédominance masculine qui servait de comparateur, qui a été abolie. Et ça a créé un écart. Donc, le 15 juin, un écart de 30 sous de l'heure à cause de l'abolition d'une catégorie d'emploi à prédominance masculine. On continue l'analyse. Les salaires sont révisés à chaque année au 1er juin. Donc, le 1er juin 2016, on se rend compte que les salaires des titulaires des catégories d'emploi féminines masculines n'ont pas évolué de la même façon. Le maintien de l'équité salariale n'a pas été fait, la stratégie n'a pas été appliquée telle que prévue. Les emplois masculins, les hommes ont eu plus d'augmentation de salaire que les femmes. Pour cette adjointe-là, ça a créé encore là un écart qui là est monté à 50 sous de l'heure. Et ça a perduré jusqu'en janvier 2019, quelques mois avant la date de notre évaluation de maintien. Parce que là, en janvier 2019, on s'est rendu compte qu'une nouvelle catégorie masculine avait été créée et on savait quel aurait dû être le taux proposé pour cette catégorie d'emploi à prédominance masculine-là, mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Le taux qui a été proposé était très élevé par rapport à ce que ça aurait dû être. Ça a accentué l'écart. Pendant une période de temps, il y a un écart de 30 sous de l'heure pendant un certain nombre d'heures. Pendant un certain temps, c'est 50 sous de l'heure pendant 2000 heures. Puis pendant un certain temps, c'est $1 de l'heure pendant 400 heures. Ce qui fait qu'il y a un montant forfaitaire qui doit être donné à l'adjointe administrative de 3 700 $ pour le passé. Et en plus, elle doit avoir $1 d'augmentation, pour corriger le présent et le futur. Ce n'est pas facile de trouver les événements. Ce n'est pas facile de trouver la date où ça débute et la date où ça finit. C'est du travail. C'est sûr que nous, on dit à nos clients, on doit maintenir, vous devez maintenir constamment, bien, continuez à maintenir. S'il y a des choses à corriger, corrigez-les maintenant, parce qu'on doit maintenir. On n'a pas le choix, donc c'est la loi, mais comme fardeau administratif, on ne peut pas nier que c'est extrêmement lourd. On n'avait pas prévu que ce serait de cette lourdeur. D'où l'importance de s'assurer qu'il n'y en aura pas d'écart à l'évaluation du maintien. On maintient maintenant et on corrige maintenant. Parce qu'on a à faire la gestion de nos systèmes. C'est ça. Maintenant, pour les versements des ajustements salariaux, là encore, il y a une nouvelle modification. C'est-à-dire que pour les sommes forfaitaires, ce qui était dû pour les 5 dernières années, lorsqu'on en a constaté, donc on fait des sommes forfaitaires, pardon, et pour ce qui est du futur, on y va avec des ajustements salariales. Comme on a déjà fait des ajustements, pour le passé, il faut que ce soit des sommes forfaitaires. Il y a eu un écart salarial, donc il y a un ajustement salarial qui se passe entre le 18 octobre 2017 et le 27 janvier 2018. Ben, les personnes qui ont occupé cet emploi à cette date recevront une somme forfaitaire pour l'écart salarial qui existait à cette époque-là. Okay? De façon générale, parce que dans le passé aussi, on a dû payer des montants d'argent à différentes personnes. Ce qu'on fait, si la situation se présente, c'est qu'on envoie une lettre à la dernière adresse connue, par exemple d'un employé qui a été dans une catégorie d'emploi visée. On envoie une lettre à la personne parce qu'on doit les rejoindre en disant « Veuillez communiquer avec le service des ressources humaines parce qu'on a des informations importantes à vous transmettre ».
Parce que toutes les personnes qui ont été dans cet emploi-là, s'il y avait un écart, doivent recevoir le montant forfaitaire. Et dans certains cas, selon le moment où les versements vont être payés, il y a des intérêts aussi qui vont s'appliquer si vous ne respectez pas les dates prévues pour le paiement des montants forfaitaires et de l'ajustement salarial. Et soit dit en passant, ça peut avoir un effet sur vos régimes de retraite et avantages sociaux également. Absolument, absolument. Donc, pour le versement, toujours, pour les sommes forfaitaires, les versements sont dus à la date du nouvel affichage et ils peuvent être étalés sur une période maximale de 4 ans. Pour les ajustements salariaux, le versement est à compter de la date du nouvel affichage, mais ils ne peuvent pas être étalés. Maintenant, l'idée d'étaler, encore là, ça fait quand même 20 ans qu'on parle d'équité salariale au Québec. Je ne sais pas quelle est ton expérience, Denise, mais ça fait 20 ans qu'on parle d'équité salariale au Québec, on parle d'équité, diversité, inclusion. Le fédéral, soit dit en passant, va probablement mettre en application sa loi durant l'année 2020. Donc, beaucoup de monde vont parler d'équité. Moi, je ne pense pas que beaucoup de mes clients seraient intéressés à étaler le versement de sommes forfaitaires sur 4 ans à cause de la complexité administrative de refaire des paiements supplémentaires. Et c'est presque ajouter l'insulte à l'injure, selon moi, d'étaler des montants qui, somme toute, lorsqu'on les regarde en fonction de la masse salariale, je dis toujours aux clients, vous augmentez votre masse salariale de 2 chaque année, généralement, 2, 2,5, 2, 3. CPQ a fait des travaux récemment là, avec des firmes de consultants, peu importe. Les montants d'ajustement des sommes forfaitaires, c'est peut-être 0,2, 0,3 de la masse salariale. Donc, vraiment, de décider d'étaler ça, moi, j'ai vu ça très, très peu fréquemment. Parce que ça pose encore là des enjeux de communication par rapport aux employés. Ça nuit à l'image de marque de l'employeur. Si vous vous présentez comme étant un employeur moderne qui favorise l'équité, la diversité, tout ça, ça fait un peu étrange de revenir sur ces calculs-là, en plus de l'aspect complexe là, administrativement. C'est ça. À gérer, du point de vue de comptabilité, c'est très, très lourd. La plupart de nos clients, en tout cas, n'ont pas utilisé cette formule d'étalement. Mais quel que soit je pense qu'on n'est pas à la bonne page. Non. Quel que soit le type de versement prévu, il est dû 90 jours après la date d'affichage ou à la date à laquelle il devrait être. Donc, pour faire le versement des sommes forfaitaires ou d'autres, on a 3 mois pour faire les calculs. Un autre grand changement. Parce que si vous vous souvenez de vos documents d'affichage sur l'évaluation du maintien. Ah, tu arrives à l'affichage, d'accord. C'est ça. Je faisais une introduction. Oui, si vous vous souvenez de vos documents d'affichage sur l'évaluation du maintien, généralement, on suivait les modèles qu'on recevait de la commission, mais c'était court. Est-ce que les employés pouvaient vraiment comprendre qu'est-ce qui s'était passé? C'était, je dirais, une critique, probablement de la Cour suprême, que l'information qui était transmise aux employés par les affichages n'était pas... L'information n'était pas suffisante pour comprendre, pour permettre vraiment aux gens de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Donc, les affichages, Denise va nous en parler, vont être bonifiés. Et c'est cela. Non seulement la Cour suprême a dit, ben, écoutez, il faudrait savoir c'est quoi le contenu de tout ça, là, pour pouvoir bien étudier. Et puis, des associations, des représentants des employés trouvaient aussi qu'il manquait de renseignements pour pouvoir analyser l'exercice qui a été fait. Donc, le sommaire de la démarche, on a mis en gras les éléments qui sont nouveaux. Vous savez, le sommaire de la démarche, ça a toujours été. Maintenant, il faut avoir le sommaire des questions et des observations et de la manière dont elles ont été considérées. Donc, il y a un résumé de ce qui s'est posé comme question et qu'est-ce qu'on fait de cela qui doit être maintenant inscrit. Il faut inscrire dans l'affichage l'événement, les événements qui ont généré des ajustements et la date de début, la date de fin.
Encore une fois, lorsqu'on parle d'une date unique pour, des fois c'est, mettons 2, pour une association accréditée, ce n'est absolument pas le même cas pour les entreprises, pour les employés non syndiqués et surtout pas pour les entreprises qui n'ont pas de structure salariale. Parce que chaque événement, et là, je dirais, il faut appeler un chat, hein, ça peut vouloir dire 50 événements sur 5 ans, imaginez, sur 5 ans, avec les changements qu'on connaît dans les entreprises. C'est un exercice en soi qui est ardu et ça se fait pour, je veux dire, c'est pas d'une complexité, mais d'une lourdeur administrative quand même assez considérable. Et ça devra être dans l'affichage. Évidemment, il y a l'avis indiquant qu'aucun ajustement n'est requis, si jamais c'est le cas. La liste des catégories féminines qui ont droit à des ajustements salariaux, on avait ça aussi, les montants ajustés qui peuvent être exprimés soit en pourcentage, soit en montant, en chiffre absolu, et la date d'affichage, les renseignements sur les droits des personnes salariées. Vous avez vu en haut de notre page qu'il y a quand même quelque chose qui est modifié, c'est l'avis d'affichage. Et vous vous souviendrez que l'avis d'affichage, lui, il est venu. Il n'était pas là au début à l'adoption de la loi et il est venu à un moment donné parce qu'on disait, ah oui, mais comment les salariés peuvent savoir qu'il y a un affichage? Il faut donc envoyer un avis à tout le monde pour qu'ils puissent savoir où sera l'affichage, à quelle date et combien de temps sera affiché l'affichage. Et là, maintenant, on a dit, pour les employeurs, on allège tout cela et puis il n'y a plus d'avis d'affichage. Si vous me permettez un petit éditorial. Oui, je ne peux pas dire que c'était là-dessus qu'on va se mettre. On a allégé de ce côté-là, mais on a ajouté de la complexité sur le processus participatif. Denise, tu parlais des événements qu'on va devoir décrire dans l'affichage et on a eu une question, quelqu'un qui dit, est-ce que c'est possible de donner quelques exemples supplémentaires d'événements? Quels seraient des événements qui ont pu causer des iniquités salariales au cours de la période de 5 ans? Je vais vous en donner plusieurs. J'allais, vas-y. Par exemple, beaucoup d'entreprises, au cours des dernières années, ont fait ce qu'on appelle la segmentation, donc reconnaître que certains types de métiers contribuent plus que d'autres à la réalisation de la stratégie d'affaires avec une politique de rémunération différente ou une bonification différente. Ça peut avoir causé de l'iniquité si des emplois féminins étaient reliés d'une façon quelconque à ces emplois masculins-là. D'autres choses, la durée de la semaine normale de travail, peut-être qu'en nettoyant la durée de la semaine normale de travail, parce que souvent, surprenamment, on voit des choses étranges entre le bureau, l'usine, du 42, du 40, du 35, du 37, qui peut-être n'ont pas été regardées suffisamment profondément dans le passé, et là, on s'y attaque. Je vous dirais qu'il y a des gens qui ne savent pas vraiment c'est quoi la semaine normale de travail, et je n'y niaise pas. Donc, peut-être que ça peut être un enjeu. Une nouvelle structure salariale qui aurait été mise en place, par exemple, parce que peut-être qu'on a réduit le nombre de grades salariaux. Évidemment, ce qui va avoir pour effet de changer la rémunération des catégories d'emploi féminines. Donc, est-ce que les relativités ont changé? Intégration d'entreprise. Tu parlais tantôt d'osmose. J'ai acquis une autre entreprise et là, maintenant, les gens ont gardé leurs conditions pour toutes sortes de raisons. Je prévois intégrer tout ce beau monde-là dans 5 ans pour des questions de coûts, parce que peut-être qu'uniformiser tout le monde dans un nouveau système, ça coûte trop cher. On voit ça souvent. Malheureusement, si de nouveaux masculins viennent s'ajouter à la comparaison, peut-être que ça peut causer un problème. Donc, écoute, c'est des exemples. Je ne sais pas si tu en as d'autres, mais... Ça fait une peine de pli. Oui, on pourrait en avoir d'autres, mais il faut regarder, en fait, c'est tout ce qui touche le système de rémunération, mais de dotation aussi. Voilà. Ensuite, on a le nouvel affichage. Bon. Le nouvel affichage, il doit faire état des modifications qui sont apportées, hein, et l'indication qu'une modification nécessaire, si jamais c'est le cas. On avait cela aussi
on doit avoir des renseignements sur les recours et les délais. Mais entre autres, on doit avoir des renseignements sur le fait qu'une personne salariée qui croit que l'employeur ou l'association accréditée aurait agi de mauvaise foi ou de façon arbitraire ou discriminatoire ou aurait fait preuve de négligence grave à son endroit peut porter aussi des recours pour ça. Il y a l'indication à l'effet qu'il y a eu demande de renseignement ou non de la part des personnes salariées, il faut qu'on l'indique. Et il y a un nouveau formulaire qui est en place, qui a été mis en place, qui a été développé par la CNSST. Et maintenant, tout ce qui est plainte doit être fait via ce formulaire prescrit par la loi. Et on doit informer les salariés, dans ce nouvel affichage, de l'existence de ce formulaire qu'ils doivent utiliser pour déposer leur plainte. J'espère que ça va être utile, ce formulaire-là, parce que moi, j'ai vu des dossiers dans les 20 dernières années où des syndicats ont dit ben, il n'y a rien de bon. Ben, je pense que ça serait utile pour l'employeur et la commission de savoir qu'est-ce qui exactement fait problème, pour qu'en partant, on puisse cibler des éléments qui devront être débattus. Mais l'histoire, comme il n'y a rien de bon, là, ça ouvre la porte à ce que tout soit pas bon, peut-être le comité, les membres, la formation, les catégories d'emploi, la rémunération. Donc, j'espère que ça va aider. Je ne suis pas convaincu que ça va le faire, mais j'espère. Que l'employeur ait une information rapide Oui, pour pouvoir précise, réagir, ouais. précise, pour pouvoir réagir, puis mettre son processus en branle. C'est souvent ça qui est reproché. C'est ça, c'est ça. Alors, on va aller avec une autre nouveauté et c'est la conservation des données. Alors, au lieu de 5 ans, les données devront maintenant être conservées pour une période de 6 ans. Et en plus, si il y a une plainte qui est déposée, la conservation des données est obligatoire jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la plainte ou que l'enquête soit terminée. Donc, ça allonge la conservation des données. Et vous vous souviendrez que les données, ça veut dire les résultats du processus d'affichage, ça veut dire beaucoup d'éléments. Et on vous a fait un petit résumé ici des éléments, puisqu'on parle de conservation des données. Et on s'aperçoit, nous, qu'il y a des choses qui manquent souvent au fil du temps. Les données sur les emplois, bon, ça peut aller. La liste des emplois, si vous avez tous vos documents, ça va. Les plans d'évaluation, l'évaluation des emplois, les renseignements sur les éléments de rémunération pour chaque catégorie d'emploi. Donc, qu'est-ce qui a été utilisé pour faire le calcul des écarts salariaux, la méthode utilisée, évidemment les calculs, les affichages, des procès-verbaux, si vous en avez, ce n'est pas tous les comités, ce n'est pas toutes les entreprises qui en ont, mais si vous avez des procès-verbaux, c'est bien de les conserver. La déclaration annuelle, l'ADMES. Et ça, on vous le dit parce que ça n'a l'air de rien, mais ça se perd. Ça se perd et ça se perd surtout le clic secure qui est écrit juste en bas. Le clic secure et le mot de passe, on passe du temps à chercher dans une entreprise qui avait le clic secure, qui a accès au clic secure, qui avait à l'époque complété la DMS. Alors, ce sont des renseignements qui doivent être conservés. Enfin, les deux derniers ne sont pas inscrits, là. C'est pas inscrit à la loi, mais vous devriez les garder parce que c'est la clé pour avoir les renseignements. Mais pratico-pratique, moi j'ai eu des clients où ça leur a pris 6 mois à trouver le clic secure et le mot de passe. Alors, pouvez-vous imaginer si c'est dans 5 ans qu'on tourne faire une déclaration, probablement la personne qui va devoir faire la déclaration dans 5 ans ne sera plus la même, elle ne saura pas où est le clic secure, elle ne connaîtra pas le mot de passe. C'est juste de la complexité pour rien. Oui, je voudrais avoir ton avis là-dessus. Comment tu vis ça, toi, avec tes clients? Parce que bien que la loi demande de conserver la documentation pendant 6 ans, moi, je me dis, on a fait des projets, ils ont été très, très bien faits. Moi, je trouve que c'est utile
d'avoir les documents anciens et encore plus maintenant si on travaille en comité ou même avec le processus participatif pour être capable d'expliquer aux gens du comité ou aux salariés qu'est-ce qui a été fait ou pourquoi. Donc, moi, je suggère à mes clients de vraiment garder les documents. On a bien travaillé, c'est bien, c'est bon ce qu'on a fait, là, donc de garder la documentation pour référence future, au-delà du 6 ans réglementaire. Oui, et je fais juste une nuance. Pour référence future interne. Ah, ben, oui. Interne. Parce que lorsque l'on fait un exercice et lorsqu'on est sous enquête, par exemple, on n'a pas à retourner jusqu'à 2001 ou jusqu'à 2010. Alors, c'est bon d'avoir les données. Il faut absolument être en règle avec la loi et garder les données, c'est vrai. D'ailleurs, souvent, ce sont nos consultants qui les ont, mais pour consultation interne. Je vois qu'il y a une question qui vient de passer par là. Alors, je suis en train de réfléchir. Alors, je vais te laisser continuer. Je vais réfléchir à la réponse. Alors, justement, parlant de DMS, depuis le 24 octobre, la DMS, vous savez sûrement qu'il faut la produire jusqu'au 24 octobre. Il fallait produire la DMS sur une base annuelle. Alors, que l'on ait fait l'exercice ou pas, il fallait la faire. Bon, pour ceux qui n'avaient pas fait l'exercice, ça leur rappelait qu'il y avait l'exercice à faire, mais pour ceux qui l'avaient fait, la question était le plus souvent, mais combien de temps je vais avoir à dire exactement ce que j'ai dit l'année passée? Et la réponse est pendant 5 ans, parce que vous devez la produire sur une base annuelle, cette déclaration. Maintenant, depuis le 24 octobre, vous n'avez plus à le faire. La DMS, elle doit être produite à la date à laquelle doit avoir lieu la prochaine évaluation du maintien, donc aux 5 ans. Mais il y a des exceptions qui s'appliquent, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas réalisé l'exercice initial, ben, eux, ils doivent remplir la DMS jusqu'à ce qu'ils cochent « oui ». Ça a été complété, puis là, bon, évidemment, on vous demande à quelle date, avec les données de quelle date et tout ça. Donc, la question du 5 ans pour la déclaration de la DMS s'applique aux entreprises qui ont fait leur devoir. Pour celles qui n'ont pas fait leur devoir, ben, il faut continuer à la remplir sur une base annuelle. On a une question très intéressante. Assez complexe. Oui, c'est ça. Donc, si une catégorie d'emploi féminine n'existe plus à la date anniversaire, on comprend qu'elle a existé dans le passé, elle a pu exister durant la période de 5 ans, peu importe, mais à la date anniversaire, elle n'existe plus. Comment la loi dit de traiter cette catégorie d'emploi si elle n'existe plus lorsqu'on fait le portrait après les 5 ans? Je vais tenter une réponse, excuse-moi ce que tu vas dire. L'évaluation du maintien doit être faite à une date anniversaire. On doit prendre une photo à une date anniversaire et on regarde quelles sont les catégories d'emploi à cette date anniversaire-là. Et s'il n'y a pas d'écart salarial pour aucune catégorie d'emploi qui sont sur l'analyse qu'on fait, ben, ça arrête. Je pense. Oui, s'il n'y a pas. Sauf que si vous creusez, parce qu'il y avait un écart salarial pour d'autres catégories, peut-être qu'en creusant, là, on va découvrir d'autres choses. Ben voilà, ouais. Parce que cette catégorie qui est disparue, disons, le 1er juin 2016. Alors, elle est disparue le 2016. Donc, puisqu'elle n'est plus dans l'équation, dans votre graphique, et vous savez, hein, les graphiques, comment je dirais, ils bougent. Hein, c'est pas des exercices qui sont statiques. Si vous enlevez une catégorie d'emploi à prédominance féminine, vous en ajoutez une, le tableau se modifie, c'est très, très malléable. Alors, s'il y a absence de catégorie d'emploi à prédominance féminine, qui a pu avoir un impact sur les autres catégories d'emploi à prédominance féminine,
Ben voilà, donc les événements qui ont pu créer des écarts, ben, ce serait, à mon avis, un événement qui a pu créer un écart. C'est en grattant qu'on s'en rend compte. Bien sûr, et malheureusement, oui, il va falloir gratter à chaque fois qu'on a un événement et voir est-ce que c'est un événement au sens de la loi. Si oui, est-ce qu'il affecte d'autres catégories d'emploi prédominance féminine? Voilà. Donc, mais si à la date anniversaire, on prend la photo, il n'y a aucun écart. S'il n'y a aucun écart quand on prend la photo à la date anniversaire, il n'y a pas d'écart. Moi, je pense que cette catégorie-là, ah oui, excusez-moi, la dernier bout, ben voilà. Donc, quelque part, cette loi-là n'est pas parfaite. On ne saura pas s'il y avait un écart salarial pour cette catégorie-là qui a existé durant une certaine période. Peut-être pas. Peut-être pas. On garde une certaine réserve. C'est passionnant, mais il a changé quelques minutes. Oui. Alors, certains veulent savoir s'ils vont recevoir la présentation PowerPoint. Elle va vous être transmise après la présentation. Je crois qu'il reste encore beaucoup de matière. Naturellement, 1 heure, c'est l'heure de lunch. On voulait maximiser le temps, mais la matière est quand même, le contenu est important. Les questions sont intéressantes. Ce sera une première et on verra par la suite s'il y a à compléter. Je vais laisser terminer les je te laisse la dernière page, Denis. Oui, parce que avec tout ça, on se dit, oui, mais c'est compliqué, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il faudra agir plutôt que réagir. Et on sait qu'on l'a déjà dit. Vous dites, oui, les consultants disent toujours ça, n'attendez pas. N'empêche qu'avec la loi et l'expérience de toutes ces années, et même de l'Ontario, c'est que c'est tellement plus simple, mais c'est tellement plus facile de travailler en amont. Alors, il faut faire un examen minutieux de l'état de la situation avant la date butoir. Puis la date butoir, vous savez, ça doit être penser le 60 jours avant et penser, remonter dans le temps. Que ce soit vos outils, votre méthode d'évaluation, s'il y a des choses qui ont changé. Si vous n'avez pas de structure salariale, regardez cela, c'était vrai il y a juste quelques années, avant même que ces nouvelles modifications apparaissent, c'était vrai, il fallait souvent, enfin, plusieurs entreprises disaient « Oh, j'aurais dû avoir une structure salariale », c'est encore plus vrai. Hein? Jean-François, tu peux nous en parler, établir une stratégie de maintien des salariales. Parce que vous savez déjà quels sont les emplois féminins, quels sont les postes masculins qui sont comparables. Donc, assurez-vous au fil du temps qu'ils montent de la même façon. Vous créez un nouvel emploi masculin, ben, on a quand même les outils pour savoir soit les lignes de régression ou les comparaisons sur une base individuelle pour savoir quelle devrait être la rémunération de ces emplois-là. Donc, il faut établir une stratégie de maintien, il faut avoir un processus de gouvernance. Qui va s'occuper de ce dossier-là dans les 13, 14 prochains mois? C'est quoi le plan de travail pour s'assurer qu'on a des systèmes qui sont conformes, il n'y aura pas d'inéquité salariale, ça répond aux besoins des employés, de la direction. C'est vraiment dans l'ère du temps où on veut que la transparence, de l'équité. Oui, et réparer, c'est le bon mot, repérer les autres sans se corriger. Et puis, comme tu le dis, plan de travail et échéancier. Je vous inviterai, je sais que la CNESST sur le site à l'onglet Équité a mis en place un processus pour aider les entreprises à pouvoir faire en continu leur processus d'équité. Alors, je vous inviterai à le consulter. Je ferai peut-être un lien également avec votre présentation. Vous aviez un dernier mot avant le mot de la fin. J'allais juste dire merci, Caroline, pour l'invitation. Merci à vous de votre intérêt, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à nous ce midi. Alors, merci de votre intérêt. Merci beaucoup. Merci à Denise et merci à Jean-François. Au revoir et à la prochaine, au prochain moment d'antenne sur l'heure du lunch. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.